Vous écoutez l'épisode 13 du podcast Business en spa et esthétique, l'œil de l'expert, avec Michel Delattre et Laure Jean-Demange. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir deux invités de marque puisqu'il s'agit de Michel Delattre et de Laure Jean-Demange, des célèbres magazines professionnels Les Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté. J'ai le plaisir de collaborer avec elles depuis 2015 pour la rédaction d'articles dans ces deux magazines, mais également en intervention sur des conférences au Congrès international de l'esthétique et du spa qu'elles organisent chaque année à Paris. Au moment où nous publions cet épisode, la 52e édition de cet événement incontournable pour notre profession est sur le point de se dérouler. Alors pour fêter cela, j'ai eu envie de les faire intervenir toutes les deux afin qu'elles nous racontent les coulisses d'un tel succès et leur vision de l'évolution de notre secteur spa et esthétique. Car il faut savoir que les Nouvelles Esthétiques est une véritable success story à la française, qui est distribuée dans de nombreuses éditions à l'international, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Chine, à Hong Kong, en Pologne, en Russie, en Italie, à Taïwan, etc. Donc leur travail contribue à faire rayonner notre savoir-faire de l'esthétique française partout dans le monde. Alors comment tout a commencé pour arriver à ce niveau ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Michel, bonjour Laure, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite par une question pour vous Michel. Vous êtes né avec les Nouvelles Esthétiques et moi je me souviens particulièrement d'un dîner que nous avions fait lors du premier workshop spa et esthétique que vous aviez organisé à Nice et du moment où vous, Michel, vous nous aviez raconté votre histoire, celle de vos parents qui ont créé le magazine et j'ai trouvé cette histoire fascinante. Alors est-ce que vous pouvez nous la partager aujourd'hui ? Avec plaisir. En 1952, mon père, Humbert Pierre-Antony, qui était un esthète visionnaire d'une culture sans limite, études de droit, de lettres, de médecine, a décidé de lancer un magazine pour les esthéticiennes. Ses amis se moquaient de lui en lui disant que c'était un métier qui n'existait pas, ce qui était vrai, et il leur répondait « ce sera une grande profession ». Au début, ma mère faisait chauffer de la colle dans une casserole pour coller les enveloppes d'expédition du magazine. Et puis, elle partait à la poste avec des sacs à provisions remplis des nouvelles esthétiques pour les premières abonnées. En même temps que le journal, mon père a créé le Congrès et il a toujours pensé que l'un n'allait pas sans l'autre. Donc, au début, le journal avait 4 pages et les congrès se déroulaient à l'hôtel Continental, devenu l'Intercontinental rue de Castiglione. Les exposants, derrière des petites tables juponnées, étaient installés dans un magnifique salon d'époque au milieu duquel se déroulaient les conférences. C'était très beau, très chic. Mon père exigeait que les esthéticiennes soient très élégantes ou se serait cru dans une soirée de gala. Mon père connaissait tous les gens de la profession. Il était ami avec les annonceurs, les exposants, les esthéticiennes, les fournisseurs. C'était vraiment une grande famille. Il s'est battu pour la création du CAP. Il a écrit de nombreux livres sur l'esthétique, dont le fameux manuel pratique de l'esthétique. Bref, c'est lui qui a créé le métier de l'esthétique. Et puis, en 1970, le journal faisait presque 100 pages et le beau salon du Continental était devenu trop petit. Nous avons déménagé à Versailles, au Palais des Congrès, et mon père a organisé pendant 20 ans des congrès magnifiques dans une ambiance familiale unique. Le Palais des Congrès ne pouvant recevoir
tous nos exposants, mon père a fait construire les fameux tentes royales Place d'Armes face au château. C'était fabuleux. Hélas, en 1990, nous avons dû prendre un espace encore plus grand. Ce fut le Palais des Congrès de Paris, puis en 2000, le Parc des Expositions, où nous sommes toujours et où nous avons réuni en 2019 28 000 participants, un record. En ce qui me concerne, lorsque j'ai eu 20 ans, après avoir passé mon CAP d'esthétique, mon père m'a dit « Toi qui ne sais rien faire, viens donc aux nouvelles esthétiques coller les timbres. » Et il m'a formée pendant 30 ans. Et enfin, Laure, ma fille est arrivée enfin en 2011. On peut dire que j'ai fait l'intérim entre mon père et ma fille. C'est une super belle histoire et on voit effectivement que c'est vraiment une histoire de famille. J'ai une deuxième question pour vous, Michel. En tant que premier média influenceur de notre secteur, puisque voilà, tout a été créé grâce à votre famille, vous avez connu les plus grandes marques et les créateurs comme les frères Vidal de chez Biotherm, Rosie et Maria de chez Carita, Jacques Courtin de chez Clarins. Qu'est-ce que ces grands noms de la cosmétique et de l'esthétique que vous avez eu la chance de côtoyer nous ont légué, à votre avis, aujourd'hui? Il y avait aussi Yonka, à l'époque, les frères Multaler, le docteur Renaud, le docteur et sa mère, René Guinaud, monsieur et madame Guinaud, Sotis, la famille Masse, Matisse, monsieur et madame Matisse, etc., etc. Ce n'étaient pas de grandes sociétés, mais des petites sociétés familiales avec des gens passionnés. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? D'un côté, aujourd'hui, nous avons un peu perdu cette ambiance familiale bien élevée, élégante. À l'époque, les esthéticiennes travaillaient dans tout petits instituts avec des rideaux de coton et une casserole de cire. Elles portaient des blouses d'infirmières, rien à voir avec les tenues glamour de Beauty Street d'aujourd'hui. Les clientes venaient pour un nettoyage de peau et les esthéticiennes retiraient les comédons grâce au sébaspire, un petit appareil qui les aspirait. En appareillage, elles avaient aussi le Lucas Championnière et à l'époque, il n'y avait pas de soins de corps. Alors, de quelle façon, on s'en souvient, moi je me souviens de ce Lucas Championnière. D'ailleurs, on fait souvent des blagues là-dessus. De quelle façon vous avez observé les évolutions justement de notre secteur, Michel? Est-ce que chaque décennie peut-être a été marquée par une tendance particulière? Alors oui, il y a eu des évolutions fantastiques. À l'époque, c'était Jurassic Park, vraiment le Moyen-Âge. Il y a eu les soins du corps, justement avec la relaxation, l'amincissement, le raffermissement, tous les soins du regard, cils et sourcils, la dermopigmentation, une véritable révolution et surtout de plus en plus de spécialisation. Très important, les études. Avant, il n'y avait que le CAP. En un an, basta. Aujourd'hui, l'esthéticienne peut être bac plus. Mais que de progrès avons-nous fait? Formulation des produits, preuve d'efficacité, technologie. Avant, on voulait nettoyer la peau, c'est tout. Aujourd'hui, on veut l'améliorer, la rajeunir. Les soins anti-âge, aujourd'hui, explosent avec des résultats exceptionnels. Les dames de l'esthétique, autrefois, étaient très discrètes. Aujourd'hui, elles montent au front et se battent pour faire reconnaître leur métier. Les pionnières seraient très fières d'elles. Ça serait intéressant d'ailleurs si on pouvait les recroiser, effectivement. Laure, j'ai quelques questions pour vous aussi, puisque en 2011, vous avez rejoint la société familiale. Vous êtes devenue la rédactrice en chef des deux magazines, Les Nouvelles Esthétiques et ensuite Spa de Beauté. Pouvez-vous nous partager, vous aussi, votre expérience au travers de cette success story familiale? Par exemple, lorsque vous étiez enfant, quelle vision aviez-vous du secteur esthétique? Alors, déjà, il faut savoir que historiquement, on habite tous dans la même rue. Ma tante habite au numéro 1, j'habite au numéro 3, Michel habite au bout de la rue et le bureau est au 7.
Donc, on vit tous ensemble et on vit tous ensemble au rythme de l'esthétique et toute ma vie a été réglée en fonction de la sortie des magazines et des congrès. Et donc, par exemple, en vacances, à l'époque où Internet n'existait pas, Michel corrigeait les articles et devait les envoyer par chronopost. Donc tout le rythme de notre journée de vacances était calé en fonction des horaires des chronopostes. En ce qui concerne la vision que j'avais, enfin comment j'ai vu évoluer le secteur de l'esthétique depuis toujours, la volonté de mon grand-père, de Michel, de moi, des nouvelles esthétiques, ça a été de valoriser l'esthétique et l'esthéticienne. Et depuis toujours, l'esthéticienne, c'est une professionnelle passionnée. Mais depuis toujours, c'est aussi une professionnelle qui a besoin d'être rassurée sur son expertise et d'être valorisée. Et c'est dommage, parce que les esthéticiennes, elles ont tout pour réussir. Les études françaises sont largement reconnues. Il y a la possibilité d'évoluer et de se former en permanence. Et malgré tout, ça ne le fait pas. Preuve en est, à l'occasion du congrès, on lance la grande étude de l'esthétique où on interroge les esthéticiennes sur leur vision du métier. Elles sont plus de 2000 à l'heure actuelle à avoir répondu et pour 65% des esthéticiennes interrogées, elles souffrent du syndrome de l'imposteur. C'est très grave, ça veut dire qu'elles ne se sentent pas légitimes dans leur métier. Donc c'est un petit peu ennuyeux, donc il y a du travail à faire et il faut que ça change, vraiment. Ça ne dépend que des esthéticiennes. C'est vrai que ce sentiment de l'imposteur, il est. Alors je me demande, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on a en particulier parce qu'on est une population féminine et est-ce que ça se manifeste principalement chez les femmes? Mais c'est vrai que dans notre secteur, on le voit, hein, parce qu'on a souvent des sujets autour de la vente et c'est vrai que c'est ce facteur-là qui peut bloquer dans cette confiance en soi et dans les confiances de tout ce qu'on a appris en tant qu'esthéticienne. Bon, une super étude du coup à venir écouter. Hein, vous allez partager les résultats sur le congrès. Bien entendu, mais je suis d'accord avec vous que c'est parce que c'est une profession féminine et on le voit dans d'autres professions. À l'époque, les enseignants, les maîtres, les précepteurs, on disait comme ça, c'était des hommes. Plus la profession s'est féminisée, plus elle a été dévalorisée et mal payée. Absolument. Et les grands maquilleurs, ce sont des hommes. Les grands coiffeurs, ce sont des hommes. Si on cite, il y a des esthéticiens hommes, les peu qu'il y a, on les connaît. Voilà, là, il y a quand même un souci. Mais c'est à l'esthéticienne de se remettre sur le devant de la scène et de s'imposer. Ce qui est fait et ce à quoi vous contribuez, de toute façon, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et on sent aussi qu'il y a vraiment une évolution dans ce sens-là. Ah oui. Du coup, depuis plus de 10 ans, pour vous, Laure, vous êtes très active dans notre secteur en France, mais vous allez aussi à l'international et on imagine que vous devez être à l'affût de la moindre information, que vous rencontrez de nombreuses personnes talentueuses, que vous voyagez aussi. À quoi ça ressemble, du coup, une journée de travail pour vous, Laure? C'est dense, hein, parce que l'avantage d'habiter près du bureau, c'est que c'est hyper pratique, mais c'est qu'on ne coupe jamais non plus. Donc, le dimanche matin, les enfants sont pas réveillés, tiens, je vais passer 2 petites heures au bureau. Le samedi après-midi, ils sont chez des copains, je vais aller au bureau, etc., etc. Mais j'ai quand même la chance de rencontrer énormément de gens et c'est ce que je préfère. Et au congrès, j'ai d'un côté vraiment l'immense joie de rencontrer plein de nouvelles personnes, de retrouver tous ceux que je connais, mais je suis hyper frustrée aussi parce que je ne peux pas parler aussi longtemps que je le voudrais avec tout le monde, que ce soit les exposants, les conférenciers, les visiteurs. Donc c'est un peu ambivalent. Et pour les lives, les interviews, j'ai la chance toujours d'interviewer des esthéticiennes passionnées, extraordinaires, innovantes, qui vont de l'avant, qui sont vraiment proactifs, ça c'est super. Et il n'y a pas une journée finalement où je n'échange pas avec quelqu'un que je ne connaissais pas la veille sur une thématique bien précise de l'esthétique. Par exemple, là, juste avant notre entretien, j'échangeais avec une esthéticienne qui a créé en 2017 un espace de coworking avec d'autres esthéticiennes, chacune a sa spécialité. 2017, hyper intéressant, vachement bien. D'autre part, moi j'adore les salons. Un endroit où il y a du monde, j'adore.
déjà de base. Donc, je vais dans tous les événements qui concernent la beauté, le bien-être, pour nourrir ma vision de l'esthétique, d'une part, du bien-être, du wellness. Donc là, récemment, j'ai fait les Thermalies, le salon des médecines douces, le salon Zen, le mondial coiffure. Je suis allée avec Michel en Italie au congrès des nouvelles esthétiques. On est allé également en Pologne. Là, prochainement, on va aller au Canada et aux États-Unis. Donc, je me nourris de partout. Et puis, en tant qu'organisateur d'événements, c'est toujours intéressant d'aller voir d'autres événements pour voir comment sont gérés les flux de visiteurs, l'agencement des stands, etc. Il y a une phrase dans votre présentation aussi qui m'a vraiment inspirée. Je la reprends, hein. L'or fait rayonner l'esthétique, la beauté et le bien-être à la française. Cette vision internationale de la beauté et du bien-être lui permet d'avoir une vraie vision de ce que seront l'Institut et le spa de demain en France. Alors du coup, j'en profite. Comment voyez-vous l'évolution de notre secteur depuis 2011 où vous êtes à plein temps baigné dans cet univers, bon, même si ça avait bien commencé avant, mais comment vous voyez les choses pour l'évolution? Alors, l'esthétique, c'est vraiment un univers qui évolue à 200 km à l'heure, hein. En maquillage permanent, Michel l'a dit, en technique minceur, en technologie, en modelage visage. On le voit au congrès. Tous les ans, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et ce ne sont pas des effets de mode. C'est vraiment des prestations qui sont pérennes et qui permettent de valoriser l'esthétique et l'esthéticienne. Et peu de professions sont aussi dynamiques et innovantes. Ça, c'est vraiment ce que l'on peut noter. Qu'est-ce qui va nous arriver encore de super dans cet univers? De l'autre côté, moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus de gens veulent prendre votre travail. Mais c'est du non-stop. Que ce soit les médecins, les infirmières, les kinés, les dermatologues, et je ne vous parle pas des non-professionnels. Cette concurrence, elle devient vraiment de plus en plus forte. Donc, si avant, on pouvait avoir une affaire et puis ça vivotait, et voilà, aujourd'hui, c'est juste plus possible du tout. Les instituts qui performent aujourd'hui sont ceux qui se spécialisent parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, ce n'est pas possible. On n'irait pas dans un restaurant qui ferait pizza, couscous, sushi, crêpes. À l'institut, c'est pareil. Donc, il faut avoir sa spécialité. On garde ses autres prestations, mais il faut avoir quelque chose qui nous permette d'avoir une réputation et de pouvoir aller de l'avant. Donc, l'institut de demain, ce sera un centre expert dans l'épilation, le regard, le visage, la minceur, peu importe. Ce que vous voulez, ça ne vous empêche pas, encore une fois, d'avoir d'autres prestations, mais il y a une prestation qui ressort. Ça, c'est clairement l'avenir de l'Institut de beauté. L'avenir de l'Institut de beauté généraliste, il est fortement compromis. Je suis d'accord avec vous et j'avais fait justement un épisode sur cette thématique du changement et de l'évolution dans notre secteur. Donc, vous venez confirmer. Michel, est-ce qu'il y a un point commun parmi toutes les grandes personnalités que vous avez rencontrées et qui ont contribué à la croissance de notre secteur, qui puisse être peut-être une source d'inspiration pour chaque professionnel et chaque acteur? Alors qu'on soit esthéticienne, gérante, qu'on travaille au sein d'une marque cosmétique, qu'on soit formateur ou fournisseur esthétique. Je n'ai qu'un seul mot, la passion, c'est tout. Et comment on garde cette passion, Michel? Parce que je parle aussi beaucoup avec des esthéticiennes, je pense que vous en avez peut-être eu aussi de votre côté, des esthéticiennes qui avaient un centre depuis plusieurs années, qui ont peut-être fait toute leur carrière dans l'esthétique et qui aujourd'hui, au regard des évolutions de notre secteur, et voilà, il faut faire un choix, il faut spécialiser, elles entendent ça et elles se disent en fait, c'est plus à ma portée. Est-ce que vous pensez que c'est une perte de passion ou est-ce que c'est autre chose? Ah, c'est une perte de passion. Ah oui, parce que quand on a la passion, on y va, quoi qu'il arrive, Laure vous l'a dit. Ah oui, si on est passionné, on y va. Ok. Laure, quelle serait, vous, votre recommandation que vous feriez notamment aux chefs d'entreprise, aux gérantes ou aux managers qui travaillent dans des spas aussi de notre secteur? Alors, j'ai 2 recommandations à vous faire. Première recommandation, plutôt sympa, faites des soins. Faites des soins, vous, en tant que professionnel. Je vais vous détailler ça rapidement, mais vous allez voir, il y a de multiples raisons pour lesquelles c'est essentiel de faire des soins. 1, pour vous détendre, pour faire un break.
Parce que quand on est trop le nez dans le guidon, on n'y arrive plus, quoi. On est comme un hamster dans sa roue et puis on ne voit plus rien. Donc, à un moment, on se pose, on remet les compteurs à zéro. Vous faites un break. Ensuite, ça vous permet de découvrir des prestations dont tout le monde parle. L'hydrafacial, Renata Franca, un massage à 4 mains. Voilà. Vous, si votre cliente, elle vous en parle, si votre entourage vous en parle, vous connaissez. Vous asseyez votre position d'experte, de bonne professionnelle qui connaît son métier. Donc, vous découvrez de nouvelles prestations et puis ça vous permet aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Comment est-ce qu'elle est la prise en charge dans cet endroit-là? Comment est-ce qu'il est le parcours client? Il ne s'agit pas de juger ou de copier, mais juste de voir comment c'est et peut-être de vous inspirer de certaines choses qui pourraient être intéressantes chez vous. C'est pour ça que de faire des soins, ça vous apporte sur de multiples plans et je pense que ça peut vraiment nourrir votre vision de professionnel. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut se faire accompagner. À un moment, on ne peut pas juste être bonne dans tout, c'est pas possible. Quand on est esthéticienne, c'est un métier très exigeant où il faut être bon dans tout et ce n'est pas possible. Donc, on peut se former sur certaines choses, mais on peut aussi se faire accompagner. Dernièrement, j'ai interviewé une esthéticienne, elle travaillait de 8h30 à 20h tous les jours et lorsqu'elle n'était pas dans son institut, de toute façon, elle y retournait parce qu'il y avait toujours du ménage ou de la compta à faire. Aujourd'hui, elle gagne 4 000 € par mois. Elle ne s'est pas agrandie, elle n'a pas embauché. Elle a fait 2 choses. Elle s'est spécialisée et elle a changé sa façon de travailler. Et pour y arriver, elle s'est fait former et elle s'est fait accompagner par Tiffaine. Okay, mais des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Vraiment, il y en a des tonnes. Donc, vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Et si la passion, on la perd, elle n'est pas loin. Donc, il faut juste un petit coup de pouce, quelqu'un qui vous redonne confiance en vous. Donc, formez-vous et faites-vous accompagner pour avancer plus vite dans la bonne direction et sereinement. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, Michel, c'est l'ingrédient secret dans notre secteur, c'est cette passion et le moyen en fait de l'entretenir ou de la réveiller, c'est en ouvrant en fait sa curiosité, en fréquentant les congrès. J'ai encore beaucoup de clientes qui me disent que ça fait des années qu'elles sont pas venues au congrès, alors qu'en fait c'est vraiment l'endroit idéal pour une fois par an se remettre un petit peu, reprendre un peu de la perspective dans son métier et dans son quotidien et ouvrir cette curiosité et cette appétence. Donc, en tous les cas, moi, je voulais vraiment vous remercier toutes les deux, mais aussi toute l'équipe des Nouvelles Esthétiques parce que vous faites un travail considérable pour notre secteur. Je crois que chaque esthéticienne qui débute a eu ce magazine entre les mains. Pour ma part, je l'ai eu dès mon entrée en BTS esthétique, donc j'ai gardé cette habitude-là. Et merci beaucoup. On sera ravis de vous retrouver sur la prochaine édition du congrès. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Tiffaine. Et puis, bravo pour avoir changé la vie de tant d'esthéticiennes qui, grâce à vous, ont retrouvé la passion. Puis, elles gagnent très, 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 très bien leur vie. Oui, c'est un peu le but. C'est qu'on puisse allier plaisir et confort. Exactement, parce qu'à un moment, la passion, ça ne remplit pas le compte en banque. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Sachez que vous pouvez rencontrer Laure et Michel sur la prochaine édition du Congrès international de l'esthétique et du spa à Paris, porte de Versailles, du 15 au 17 avril 2023. Vous pouvez commander votre badge d'accès sur le site des Nouvelles Esthétiques et si vous êtes cliente chez Expertise Spa Bien-être, contactez-nous afin de profiter de votre remise grâce à notre code partenaire. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au magazine Les Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté qui vous permettront chaque mois de vous tenir informés des évolutions de notre secteur. Merci encore Michel et Laure et quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne quel parcours de formation est fait pour moi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.